Bonjour à tout le monde. Euh, euh, j'ai beaucoup écouté tout à l'heure de ce que Hans disait, très stimulant. Ça fait travailler beaucoup de choses, des souvenirs, des expériences, des réflexions. Depuis que je suis dans ce domaine-là, ça fait presque 30 ans. Et ça évoque plein de choses. J'ai noté trois remarques euh, par rapport à ce qu'Hans disait. La première, euh, j'admets que je suis psychologue de formation, donc je fais ma thèse en psychologie, avant de basculer dans la documentation et ensuite dans les sciences de l'information et la communication. Quand j'entends injonction paradoxale, communication paradoxale, ça me rappelle immédiatement les, euh, les études d'autrefois à Palo Alto, l'école de communication. Le double lien, donc c'est pas double blind, mais double bind. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Il y a quelque chose qui rentrait dans la culture générale, je pense, avec ce double lien et la communication paradoxale, c'est que les résultats n'est pas bon. C'est-à-dire que les résultats de communication paradoxale, c'est normalement des troubles mentaux. Au mieux, c'est-à-dire que une sorte d'arrêt de réaction. On ne fait plus rien parce que de toute manière, ce qu'on fait va être faux. Et au pire, sanctionné. Donc, c'est la première chose. La deuxième chose, bon, vous avez compris avec mon accent, je suis allemand. Quand j'observe de ce qu'on fait depuis, depuis presque 30 ans avec le début du web par rapport au Open Access, donc parfois j'ai l'impression que ça correspond à peut-être le plus célèbre poème allemand, Goethe bien sûr, de l'apprenti sorcier. Vous connaissez peut-être avec le film de Disney. Apprenti sorcier, c'est que on a libéré quelque chose, on n'a réussi plus à maîtriser. Donc, quand je vois le diapo de tout à l'heure, avec à gauche les innovations et à droite les biens communs, donc moi je me dis, bon, on était tous quelque part pour le bien commun, et encore aujourd'hui, il faut montrer patte blanche, dire ok, on est pour le open access, donc pour pouvoir participer à ce genre de discussion. Mais l'argent, les intérêts économiques, industriels, et par ce biais-là, nécessairement les intérêts politiques, sont de l'autre côté, sont de l'innovation. Et dans les conférences, j'en parlerai tout à l'heure, dans les conférences sur le open access au niveau européen, je me souviens très bien les mots à un moment donné, quand c'était formalisé il y a 2 ans, lors de la présidence par les Pays-Bas, les mots qui revenaient, pas les ministres qui étaient présents, ce n'était pas partagé, bien commun, c'était Ebola, Zika, changement climatique, c'est-à-dire que rendre la recherche efficace, abolir les frontières, les obstacles, les verrous entre la recherche publique et l'industrie, mais pas dans les deux sens. C'était pour que tout ce qui était financé dans la recherche publique, dans les universités, les organismes de recherche, puisse être utilisé sans obstacle, sans verrou, de l'autre côté. Et je crois qu'il faut garder ça en tête, c'est que les enjeux politiques sont là. Donc on va revenir là-dessus. Si les politiciens ont peur d'une chose, c'est qu'on puisse leur reprocher qu'ils n'avaient pas fait le nécessaire pour que la société, l'industrie, notamment pharmaceutique et autres, les énergies renouvelables et tout ça, les industries ne soient pas prêtes à affronter, à relever les challenges de d'autres époques.
La troisième remarque, c'est que c'est un mot que Hans n'a pas évoqué, mais que je lis régulièrement. Ça vient de l'économie, y compris de l'économie libérale surtout. Un Autrichien, Schumpeter, donc ça va vous évoquer immédiatement quelque chose parce qu'il y a un mot qui est utilisé tout le temps à tort et à travers. Schumpeter avait parlé de la destruction créative. C'est-à-dire qu'il y a un changement de paradigme, de technologie, et on en parle aujourd'hui, la nouvelle révolution technologique avec le big data. Et donc on dit, ok, pas de problème, ça va détruire une partie des services de l'industrie, une partie des emplois, mais ça va remplacer pas d'autres. Et de ce que moi, c'est ma dernière remarque avant de commencer la communication, de ce que moi j'entends aussi bien dans les comités du ministère que dans des conférences, et puis bon, quand on discute comme ça entre nous, c'est que cette destruction créative, pour l'instant, ça concerne surtout la fonction publique, et notamment une partie des métiers ici qui sont représentés, pas les chercheurs, mais les autres. C'est que la destruction créative, ça ne concerne pas pour l'instant les éditeurs, et surtout pas les grands éditeurs internationaux. Il y a d'autres intérêts. Et donc, sur ça, je vais commencer, sachant que, vous l'avez compris, je suis plus observateur et contrairement au moment passé, j'ai plus rien à vendre. Donc, je ne représente pas un organisme, un service que je devrais vanter. Donc, moi, je suis dans le rôle, mais ça, c'est un privilège, je trouve, comme d'autres ici dans la salle, d'observateur sceptique avec du recul. Et encore une fois, avec plusieurs collègues, on a commencé à publier des études, disons, critiques au sens scientifique sur le open access, la science ouverte, en disant, bon, on le regarde comme un objet, pas seulement comme des outils qui nous servent, mais aussi comme des objets avec un certain recul. Et je me souviens très bien la réaction d'autres collègues qui disaient, oui, mais tu es quand même pour le open access. Donc c'était comme le mot chibolette qu'il fallait dire pour pouvoir traverser un gré ou je ne sais plus quoi. Donc si on est pour le open access, on a le droit de dire quelque chose. Si on est contre, voilà. Alors vous allez deviner si je suis pour ou contre. Donc voilà mon plan. Je vais parler un tout petit peu, c'est pas l'objet ici, du cadre d'où ça sort. De ce que je vais dire, un tout petit peu sur les concepts des données. Les trois au niveau politique, ça c'est l'essentiel. Et puis quelques tensions, et puis voilà, la fin. Voilà. Alors, ça c'est le projet actuel qu'on est en train de mener. C'est en train de se terminer. Le titre est plus long, des For Humanities. C'est globalement un projet sur les données avec dans les thèses, et c'est quelque chose qu'on fait depuis 5 ans à peu près. Et on le mène avec c'est un projet financé par notre MSH là-haut à Lille. Voilà, avec des partenaires, notamment allemands, mais pas que. Avec 4 aspects, donc une nouvelle enquête plus un audit. Ah, ça s'est arrêté, d'accord, voilà. J'ai dû toucher quelque chose. Avec 4 aspects, une enquête, un workflow avec Nakala, entre le local et Nakala, et des études sur les données notamment et sur les thèses. Donc ce qui nous intéresse ici, par rapport à l'aspect politique, c'est cette enquête sur le terrain,
sur les pratiques et les besoins. Et en quoi on a déjà fait une enquête comme ça en 2015. Là, c'était un audit ciblé dont on a déjà présenté les résultats ailleurs et les rapports et sur AL. Et puis, c'est l'étude sur les données, donc on va pouvoir approfondir la compréhension de ce que c'est les données de la recherche. Donc, on a déjà publié, communiqué sur le concept, sur l'aspect normatif, sur récemment à Grenoble sur les aspects éthiques, là, sur l'aspect politique, et de ce qui est en cours, c'est une analyse de la typologie. Voilà, bon. L'approche conceptuelle, je vais passer rapidement dessus, de toute manière, ça a déjà été dit ailleurs. Il n'y a pas un concept précis. Il y a plusieurs éléments comme ça qui sont constitutifs. Ce qui est important, je crois que c'est cette approche communautaire. C'est lié à des communautés et puis à des fonctions plus ou moins précises de ce qu'on fait avec les données, aussi bien dans le domaine de la recherche et économique. Ce que je retiens notamment, c'est... Bon, vous avez la définition de l'OCDE. Ce que je retiens, c'est une approche très inclusive, si j'ose dire. Simon Chignac, qui était chargé des données, si je me souviens bien, à Rennes, une des premières villes avec une politique open data, et puis maintenant à Etalab, tout est donné. Pour lui, quand il a publié sur les big data et open data, tout est donné. Et de ce qui vient de l'économie au niveau européen, Commission européenne, Nelly Kroes, data is fuel of economy. Et je crois que cette approche-là, elle est toujours valable plus que jamais. Bon, ça c'est notre approche conceptuelle. Dans une nouvelle ronde de big data, je crois qu'il ne faut pas faire la distinction entre big data et small data dans la recherche, notamment recherche sciences humaines et sociales. Je crois que c'est une erreur fondamentale parce que les trois, voire plusieurs, 4 ou 5 V, la masse, la diversité et l'alimentation continue, c'est exactement le même contexte pour les données en sciences humaines et sociales et pour les données scientifiques en général. Et après, vous avez plusieurs éléments qui sont mentionnés là-haut, lien avec la communauté, l'importance de comprendre les données pas comme objet quelque part dans un espace vide, mais avec une finalité précise dans le processus et pour la validation. Les questions liées à l'enregistrement au sens Henri Oldenburg pour les revues scientifiques, c'est-à-dire que on fait quelque chose, on les décrit, on les stocke, et la question de la typologie, de la diversité, c'est de la nature factuelle. Pour la politique, non, pour les aspects politiques, je crois que ce qui est le plus important, c'est les liens avec la communauté. Communauté au sens domaine d'une part, mais surtout instrument. Notre avis, c'est pas une question de discipline. En réalité, c'est une question plutôt de procédure, de méthodologie, d'instruments, et c'est une question qui peut être transdisciplinaire. Prenez l'exemple des enquêtes qualitatives qui sont collectées, préservées par Becali à Sciences Po. Donc, que ce soit les sciences politiques, que ce soit les sciences de l'information, la sociologie, c'est un petit peu pareil au même. Bon. Et questions liées à des processus, questions de validation, les fonctions. Je crois que ça, il y a un lien, un impact sur les aspects politiques.
Je rappelle, je ne vais pas approfondir de ce que vous voyez là, vous le connaissez de toute manière, c'est pour ça que vous êtes là. Le cycle de vie, vous le présentez de plusieurs manières différentes, euh, de la gestion des données. Mais je crois que ce qui est important, c'est que du point de vue fonctionnel, vous avez plusieurs niveaux. Vous avez les niveaux politiques, économiques, scientifiques, et ils ne sont pas nécessairement en concurrence. C'est parfaitement de ce que Hans disait. C'est qu'il y a des tensions, il y a des choses qui ne vont pas ensemble, qui pourraient aller ensemble, j'en sais rien, mais qui sont contradictoires. Et parfois on entend des discours, là effectivement je suis d'accord aussi, des discours bisounours, qui font semblant que tout le monde, parce qu'on dit open access, parce qu'on dit open data et libre accès aux données de la recherche, on utilise les mêmes mots, tout le monde va dans le même sens et pense de la même manière. Je crois que ça c'est une erreur fondamentale. Et je ne dis même pas, parce que c'est pas lieu d'être ici, je ne dis même pas de toute manière, vous comme moi, on sait aussi que c'est pas parce qu'un politicien ou un haut fonctionnaire quelque part dans le consortium, organisme et tout ça, parce qu'il dit quelque chose, il faut le croire. Ça, vous êtes suffisamment âgé comme moi, au contraire d'avoir un réflexe immédiatement méfiance. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc il ne faut pas, parce que un mot nous plaît, nous on met un certain sens, qu'on croit que tout le monde pense comme vous, comme moi. Bon, je ferme la parenthèse. Ça, c'est de toute manière expérience de vie. Donc, j'ai mentionné là certains aspects qui me semblent, d'après tout ce que j'ai lu et entendu, comme essentiels pour la sphère politique, augmenter la transparence, créer un environnement favorable à l'innovation, rendre l'action publique plus efficace. Et j'admets, mais ça doit être le psy au fond de moi qui veille. Quand j'entends efficacité, c'est les cheveux qui se dressent. Et je me dis, ils nous considèrent un petit peu comme des ouvriers à la chaîne chez Toyota ou Ford. C'est qu'il suffit de changer les conditions, ou peut-être mettre un petit peu, serrer la vis, changer nos critères d'évaluation, pour que tout d'un coup, tout ce qu'on fait devient plus efficace, plus rapide, et puis on sort les innovations, une nouvelle roue, un nouveau fil à couper le beurre, et tout ça. Je ne crois pas, je m'approche de la retraite, donc ça doit être ça. Donc, un jeune ne dirait jamais ça. Je ne crois pas que ça va fonctionner comme ça. L'économie, optimiser la recherche et accélérer l'innovation, notamment dans les domaines de la santé et l'environnement. Je crois que c'est important de ne pas perdre ça de vue. Tous les domaines scientifiques n'ont pas la même priorité par rapport à cette politique-là. Il y en a des qui sont prioritaires, c'est les grandes questions sociétales. Donc il suffit de regarder les programmes de recherche en France, en Europe, ailleurs. Il y a des domaines prioritaires et on comprend parfaitement. C'est les grands enjeux. Et c'est là que la politique et l'économie met l'accent. Et puis, côté scientifique, on se l'a évoqué, donc il y a des fonctionnalités d'exploration, de visualisation, validation avec cette histoire de pouvoir reproduire des résultats, sachant que, en tant que psy, qui vient d'un domaine beaucoup plus expérimental que les sciences de l'information, moi, ça me fait doucement rire, parce que depuis que j'étais étudiant pour ma thèse et tout ça, on a toujours dit la partie méthodologique, que ce soit dans la thèse, que ce soit dans les articles ou dans les rapports, il fallait que ce soit écrit de telle manière que d'autres puissent reproduire. Il n'était pas question de lâcher nos données pour ça, c'était juste de donner les éléments
pour que quelqu'un d'autre puisse, à sa manière, reproduire les données. Je crois que ça n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pour ça que je me dis que soit les gens qui mettent reproducibilité dans la même phrase que ouverture des données de la recherche, soit ils ne comprennent pas les méthodes de la recherche et la méthode de communiquer la recherche, soit ils utilisent cet argument-là pour autre chose. Et que, voilà. Alors, 3 niveaux politiques, bottom-up, donc je me suis dit, pas prêt, pas où je commence, par l'Europe ou par la base. Donc, commençons par la base, le contexte politique. Le terrain pour moi, c'est campus universitaire, c'est les laboratoires. J'ai listé un petit peu en vrac les enjeux, les métiers, les structures. Les enjeux par rapport à nos enquêtes, aux enquêtes comme elles ont été menées à Rennes par Alexandre Serre et puis ailleurs. Les enjeux pour les chercheurs, études de travail, pratique efficace, conformité avec réglementation importante. C'est une bonne partie de ce qu'on fait par rapport aux données de la recherche, dans les projets, dans les laboratoires. C'est peut-être tout simplement en conformité avec la réglementation. C'est d'ailleurs, entre parenthèses, le seul point où je n'étais pas d'accord avec Hans. À mon avis, tu aurais dû mettre en gras aussi la protection de la vie privée. Parce qu'au niveau des terrains, c'est ça qui préoccupe les chercheurs. C'est informatique et liberté jusqu'à présent. Et maintenant, la RGPD, problème de protéger les données, notamment dans tous les projets en lien avec la santé. Conformité avec les conditions des agences et éditeurs, ils imposent un certain nombre de choses déjà. Et les questions liées au ranking évaluation, ça viendra. Par rapport au métier, vous voyez bien qu'il n'y a pas seulement les chercheurs, il y a d'autres métiers qui sont directement impliqués dans la gestion des données de la recherche. C'est pas par méchanceté que j'ai mis les bibliothécaires et les documentalistes à la fin. Je les ai mis là parce que du point de vue chercheur, quand vous parlez avec des chercheurs, ils viennent à la fin. C'est d'abord c'est les ingénieurs dans les laboratoires, ça peut être éventuellement documentaliste, mais pas nécessairement, qui s'occupent des données, ingénieurs de données ou qui s'occupent des bases de données, alimentation et tout ça. Il y a les informaticiens pour toutes les questions d'application, mais surtout de sécurité. Et puis il y a les juristes. Et ça ne va pas nécessairement dans le même sens. Et puis il y a parfois aussi des frictions ou des incompréhensions. Donc moi j'ai toujours été frappé quand j'entends au SCD les collègues dire c'est bien, on devrait travailler ensemble, mais on a du mal à travailler avec les documentalistes dans les laboratoires, comme si c'était 2 mondes. Je ne crois pas que ça soit spécifique pour notre campus, c'est pour ça que je le dis. Et après, vous avez des structures, différentes structures qui sont impliquées, vous les connaissez. Voilà. Alors, on avait mené une enquête 2015 large, les pratiques, les besoins et tout ça. Ça a été publié, communiqué. On a refait une enquête, mais à une échelle plus limitée, avec des interlocuteurs ciblés, responsables de laboratoires scientifiques et administratifs, chef de projet d'envergure, genre des comités d'éthique, juristes, etc., informaticiens. Je ne vais pas présenter ça dans les détails, ce n'est pas le lieu. Par contre, il y a 3 aspects dans les constats qu'on sort de là qui ont un lien avec la politique du terrain. C'est la gouvernance, les incitations et les verrous. La gouvernance, donc on s'attendait un petit peu à une gouvernance
plus clair, explicite par rapport aux données. Hein. Ce n'est pas par rapport au projet, mais par rapport aux données spécifiquement. En fait, c'est très diffus. Il y a des endroits, j'ai un cas en tête, c'est l'archéologie, parce qu'ils alimentent une base de données centrale où il y a une gouvernance au niveau du laboratoire, au plus haut niveau. Dans la plupart des laboratoires qu'on a vus, ça n'existe pas. Même il y a des directeurs de laboratoire qui disent les données, on ne sait pas trop, c'est dans les projets, donc il faut voir là. Dans les projets, la gouvernance, pareil, parfois c'est le directeur ou le chef de projet qui s'en occupe, parfois c'est délégué à quelqu'un d'autre, et là où on participe à un projet qui est dirigé ailleurs, j'ai entendu aussi dire, les données, on ne sait pas trop parce que c'est dans une autre université, ou c'est un projet international, chez les Allemands, ou les Anglais, ou les Hollandais, ou je ne sais pas où. Répartissent souvent gouvernance, entre guillemets, sur le terrain, c'est le chercheur qui s'occupe de ses propres données. Au niveau de l'établissement, pour l'instant, il n'y avait pas de gouvernance. Donc, encore aujourd'hui, c'est flou. Ça a été attribué au SCD, on reparlera. Les incitations, vous les connaissez, je peux être très vite, les incitations essentiellement pour une bonne gestion, et en partie ça implique l'ouverture, c'est les programmes scientifiques, ça dépendant des domaines, c'est des revues qui demandent à ce qu'on mette à disposition quelque part les données, mais pas en sciences humaines et sociales en fait. C'est très rare. Et la législation, donc avec protection des données personnelles, législation, réglementation, en santé publique, le code de la recherche, il y a une partie ouverture des résultats, et toute la politique open data, donc, qui impacte aussi au moins une approche institutionnelle. Il y a le comité d'éthique, avec les procédures d'éthique, les procédures, les protocoles. Donc il y avait une partie toujours gestion de données, de ce qui est important pour les projets qui impliquent donc une procédure, un avis du comité d'éthique. Et il ne faut pas négliger les partenaires. Ça peut être les partenaires genre CHU, ça peut être des partenaires industriels, ça peut être des partenaires dans d'autres pays, ou tout simplement, je parle en tant qu'universitaire, ça peut être aussi les partenaires genre CNRS. Donc là, il y a des incitations, pas toujours dans le même sens, mais des incitations pour faire quelque chose avec les données, différemment d'une pratique habituelle, personnelle, voilà. Les verrous, je n'ai pas constaté auprès des collègues des verrous du genre, c'est ce qu'on peut lire normalement, donc, au choix, les chercheurs sont trop bêtes, ou ils ont peur, ou ils sont de mauvaise volonté. Donc, je simplifie, mais c'est ça quand même quand je lis Stephen Hanna, par exemple, par rapport au Open Access. Donc, c'est ça. Soit on est trop bête, donc on n'a rien compris, les enjeux, Elsevier, tout ça, on n'a rien fiche, donc on ne comprend rien, il faut nous expliquer. Soit on a peur parce qu'on va se faire taper sur les doigts si on fait quelque chose dans ce sens-là. Voilà, donc, ou le mauvaise foi, c'est qu'on n'a tout simplement pas envie parce qu'on met en avant notre carrière, sachant qu'il ne faut pas négliger la carrière des chercheurs. Il y a des gens en jeu autres que simplement l'innovation, mais ça, vous le savez, et puis c'est pas nouveau ça. Donc, je ne crois pas que cette histoire de manque de motivation, l'écosystème traditionnel qui est lent, qui ne veut pas changer,
que ce soit les vrais verrous pour améliorer la gestion des données sur le campus, sur le terrain. Tout ce que j'entends, qu'on a vu aussi dans les enquêtes du CNRS auprès des directeurs des laboratoires il y a quelques années, les problèmes sérieux, vous avez eu le temps de lire, c'est le manque de ressources, c'est qu'il n'y a pas assez de monde et il n'y a pas de plus en plus, mais de moins en moins dans ces domaines de métiers de support. Il y a un problème informatique flagrant, notamment sur le campus universitaire, de telle manière que j'entends dire, si vous voulez sécuriser vos données, il vaut mieux aller chez OVH. Chez nous, sur le campus, on ne sait pas faire. On n'a pas les moyens. Voilà. Et puis, des moyens financiers. Des moyens financiers. On va revenir là-dessus au niveau national, mais le problème n'est pas tellement différent. C'est-à-dire que, là, ce n'est pas une injonction paradoxale, c'est une injonction, mais on ne met pas les moyens. Mais ça, ce n'est pas nouveau non plus. Donc, ces genres de politiques, on les connaît très bien. Nous avons, à l'issue de cette enquête audit-là, nous avons émis un certain nombre de préconisations, de propositions pour mener une politique en faveur de la culture de données sur notre campus. Mais, de manière générale, ce n'était pas des propositions uniquement pour Lille. Et il y en a plusieurs là-dedans que je vais commenter rapidement avant de passer au niveau national, qui ont fait aussi commencer à faire débat. C'est qu'on m'a dit non, là, t'as tort, il ne faut pas faire ça. Le premier, c'est préconisation de mettre en place un pilotage scientifique. Ce n'est pas un lubie, c'est que moi, je regarde comment ça se passe ailleurs, je compare. Le reste, c'est expérience organisationnelle, institutionnelle. Une politique par rapport aux données de la recherche au niveau d'un établissement comme une université, ça implique trop de monde, trop d'intérêts et de services différents, l'informatique, la documentation, les laboratoires, la valorisation et d'autres, pour que ça puisse être mené à un endroit, disons, subalterne. Désolé pour le mot. Il faut que ça soit mené, comme tous les projets importants dans une université, il faut que ça soit mené au plus haut niveau et par des gens qui sont considérés par des chercheurs comme des pairs, P-A-I-R. Et c'est là que j'ai entendu tout de suite, non, t'as tort. Tout de suite, avec quelques semaines de recul, quand même, on a fait remarquer que j'étais peut-être pas au courant, mais à Lille, ça a été décidé autrement. C'est comme ça a été confié au SCD, la coordination et le pilotage. Je dis, désolé, pour moi, c'est une erreur. Parce que je ne vois pas un directeur des SCD piloter le développement du système d'information de l'université. Pas un seul instant. Et donc, je crois qu'il y a une erreur. On verra bien. Donc, c'est mon avis basé sur ce que j'ai entendu, sur ce que je vois ailleurs. Voilà. Sachant aussi, pour reprendre des remarques de Hans tout à l'heure, on a fusionné à Lille, donc on a créé au niveau de l'Université de Lille, donc, qui regroupe les 3 anciennes universités, une direction de recherche, mais qui ne s'appelle pas direction de recherche, mais qui s'appelle direction de recherche et valorisation. Et c'est-à-dire qu'on a mis ensemble la recherche et la valorisation, et c'est cette direction-là qui chapeaute d'une certaine manière tout ce qui est open access et données. Sachant que ça a été confié pour la partie des données au SCD. Donc moi je me dis, là, je dirais pas on va rigoler, mais on verra à l'œuvre exactement cette tension entre la volonté de valoriser et la volonté d'ouvrir
C'est pas nouveau. Je me souviens d'un colloque il y a une dizaine d'années à la MSH de Lille sur la valorisation qui était là, évidemment les collègues de valorisation de l'université, mais aussi les directeurs régionaux de l'INPI. Et quand il y avait des questions à la fin en disant, bon, ben, écoutez, ça c'est bien, mais valorisation, protéger l'innovation et libre accès, ça ne va pas ensemble. Les réponses étaient, oui, vous n'avez pas tort, c'est intéressant, il va falloir réfléchir. Et je crois qu'on est toujours là, sachant qu'à Lille, il y a d'après ce que j'ai entendu, c'était avant mon arrivée là-haut, mais j'ai toujours entendu, il y a une expérience, disons, emblématique, pour ne pas dire traumatisante. Si vous connaissez Lille, vous connaissez le métro de Lille, métro automatique, le Val. De toute manière, vous avez le même modèle aussi à Roissy. Et quand vous rentrez dedans, vous voyez Matra. Matra, et dans certaines rames, Matra Siemens. Ce qu'on m'a dit, c'est que cette innovation, en fait, c'était un projet public-privé avec qui? Avec l'Université de Lille 1, Sciences, et Matra. Le problème, c'est juste, pour l'université, que les gens de l'université qui ont fait cette innovation-là, ils se sont fait embaucher par Matra, et l'innovation est partie avec. C'est que les brevets n'ont pas été déposés par l'université, ou je ne sais plus si le CNRS était partie prenante aussi, probablement, mais c'était déposé par Matra, avec toute la manne qui aurait pu en découler pour l'université, mais en fait qui était empochée par Matra. C'est une expérience, c'est la partie réelle de ce que tu racontais de manière générale, et je crois qu'à Lille, ils n'ont pas oublié. Enfin, les anciens, peut-être, ils vont partir à la retraite au fur et à mesure, ou mourir. Mais c'est toujours une histoire qu'on raconte. Et comme quelqu'un qui prend chaque fois quand je vais sur le campus cette rame-là, moi je n'oublie pas. Je rentre, je vois Matra, où normalement il aurait dû être Université de Lille. Voilà. On peut toujours rêver. Ça c'est le deuxième point, en vitesse. Mais là aussi, j'ai eu des commentaires critiques. C'est que je ne crois pas, par rapport à la gouvernance, que ce soit une bonne manière de miser la politique locale sur les laboratoires. Évidemment, les laboratoires sont là comme structure, nécessaire pour la communication, nécessaire notamment par rapport au contact avec les doctorants, par rapport à changer les pratiques, d'avoir un suivi, proposer des outils, des formations. Notre avis, c'est que c'est beaucoup plus efficace de passer par les projets ANR, H2020, d'autres projets au niveau régional ou MSH, parce que là, il y a des gens qui se posent les bonnes questions par rapport à la protection des données, par rapport à l'éthique, les aspects éthiques, sécurisation des données, mais aussi les voies de communication, etc. On touche là, pour cet aspect des préconisations, on touche là au niveau national, mais au niveau national c'est important, on va revenir tout de suite là-dessus, à la place de mener une politique locale en disant, quelles sont nos solutions, c'est évident que notamment pour les universités, ils n'ont ni les moyens ni les compétences pour mettre en place une infrastructure de ce type-là. Pour le stockage, même pour la communication des données de manière sécurisée, ça demande beaucoup plus d'investissement. Donc il faut nécessairement faire les liens avec le niveau national. Bon, Humanum est là. En France, il y en a d'autres. Et puis de ce qui est en train de se mettre en place au niveau européen autour de la plateforme, la European Open Science. Voilà, donc ça aussi, on m'a fait remarquer, je n'aime pas nécessairement Humanum, mais je crois que
si on fait abstraction de ça, surtout c'est un campus de sciences humaines et sociales, on a tort. Ça, c'est du gaspillage de ressources. Déjà, on n'a pas assez d'argent. Mais je crois qu'au niveau, on va revenir tout de suite revenir à ça, au niveau du plan national, ben, ça n'a pas parfaitement compris. Mais il faut bien voir, puis avoir des intérêts au niveau local qui sont contradictoires avec les injonctions au niveau national. C'est une banalité. J'ai vu, il doit y avoir à d'autres endroits la même chose, mais j'ai vu surtout à un endroit une approche intéressante par rapport à ça. C'est l'université de Nice. Je ne sais plus si je l'ai marqué là, si là ou là. Nice, où ils ont carrément nommé quelqu'un au SCD comme correspondant unanime au sein de l'établissement. Mais je ne suis pas sûr qu'on va faire la même chose à Lille. On va voir. Voilà. Bon. C'est quelque chose, c'est comme une synthèse par rapport à la politique. Quelque chose que j'ai vu à d'autres endroits, pas encore en France, mais je ne connais pas bien non plus toutes les universités. Un ensemble qui se met en place autour des données de la recherche avec plusieurs éléments, à pas un pilotage politique. Politique, ça veut dire qu'au plus haut niveau, doyen, président, qu'importe comment ça s'appelle, mais c'est de fédérer les services, pas les fusionner les services, non, de fédérer les services avec une sorte de guichet unique, c'est un terme de notre époque, je crois, mais d'avoir une coordination autour de plusieurs services, encore une fois, sans que les services perdent leur contour, d'une part, et d'autre part, de mettre en place un programme de recherche et d'enseignement autour de la science ouverte, autour des données de la recherche. C'est une double approche, aussi bien au niveau des services qu'au niveau de l'enseignement et la recherche, d'avoir une sorte d'ensemble visible, cohérent. On est loin de ça. Par rapport à cette politique-là, on commence à avoir une approche par rapport à la fédération des services, et encore, il y a trop de plates-bandes qui sont défendues, je crois que pas les uns et les autres. Par contre, au niveau de l'enseignement et au niveau de l'enseignement, c'est pas la formation, je ne parle pas de la formation des collègues, je parle de l'enseignement au niveau du master et de l'école doctorale. Donc, au niveau de l'enseignement et surtout des projets de recherche autour des données et autour de tout ce qui est open access, les sciences ouvertes au sens plus large, pas seulement des publications et des données de recherche. Donc, on est loin de là. Il y a des endroits où on le fait, mais ce n'est pas bien compris comme un intérêt scientifique sur un campus. Voilà. Donc, contexte politique. Je regarde juste. Oups. J'ai déjà parlé beaucoup. Contexte politique, France, peut-être, je peux être là beaucoup plus bref, parce que Hans a évoqué cette histoire-là. Il y a eu plusieurs niveaux par rapport à ça. Il y a le code de la recherche, il y a la loi numérique, important. Il y a eu au début de l'année un plan pour une action politique transparente et collaborative, donc, qui vient du open data, qui ne vient pas du domaine scientifique, mais la science fait partie de ça, donc il ne faut pas négliger ça. Et puis il y a le plan national un peu plus tard, qu'on s'est présenté. Le plan d'action national, c'est... Ouais, voilà, ça, on a compris. Excusez-moi, je vais le couper. Plan d'action national autour de la transparence, l'efficacité de la politique publique. Je vais passer rapidement là-dessus. Plan national, donc par notre propre ministère, avec 3 axes prioritaires, dont une sur l'ouverture et la structuration des données de la recherche.
Donc là, j'ai pas le temps. On va parler de ça. Structurer, ouvrir les données de la recherche. On se l'a présenté dans les grandes lignes. Je vais ajouter deux aspects, la création de la fonction d'un administrateur des données et le réseau associé au sein des établissements. Et puis au niveau des actions, donc vous n'avez pas seulement une incitation par le biais de l'évaluation et les projets de recherche, mais vous avez aussi cet aspect d'infrastructure, d'entrepôt, aussi bien au niveau disciplinaire, thématique. Aux priorités, il y a déjà un certain nombre d'entrepôts et de services de données, mais au niveau national aussi, par défaut, pour des données simples, comme ils disent au ministère, genre de Zenodo ou Figshare au niveau français. Ce qui Ça n'existe pas pour l'instant. Il y a un débat au niveau du ministère qu'on a alimenté aussi par les biais d'une étude de faisabilité, donc en tant que consultant l'année dernière. Donc, il y a une discussion sur la question, par exemple, de la souveraineté par rapport aux données de la recherche française. Est-ce qu'il faut, autrement dit, un entrepôt type Zenodo au niveau de la France? Je crois que derrière, il n'y a pas seulement une question de souveraineté, c'est une question d'argent tout simplement. Parce que les arguments que le ministère et les CNRS cherchaient, c'est des arguments économiques. Combien ça coûte si on perd des données? Combien ça coûte si on met en place un tel entrepôt? Quels sont les risques? Quels sont les avantages? C'est une étude de faisabilité. Le collège donné du nouveau comité pour la science ouverte, à mon avis, c'est un des sujets qu'ils vont aborder. Est-ce qu'il faut, comme les Allemands, comme les Hollandais, d'autres pays, est-ce qu'il faut mettre en place ça, ou est-ce qu'entre guillemets, il suffit d'avoir une sorte de réservoir dans Zenodo ou dans le nouveau entrepôt de données en Allemagne, Radar, ou est-ce qu'il suffit, entre guillemets, de fédérer les dataverses, des entrepôts, des services de données qui se mettent en place à plusieurs endroits déjà en France, de fédérer pour avoir une sorte de lieu où au moins on moissonne les métadonnées de ces entrepôts. Je crois que c'est un des enjeux, sachant que si j'ai bien compris, ce plan d'action, et à la rigueur je pourrais déjà arrêter mon discours avec ça, ce plan d'action, à ma connaissance, n'a pas de financement. Donc, quand j'ai vu les collègues du ministère, après l'annonce donc, à Lille de ce plan-là, donc c'est enregistré. L'audio. On en parle après. Ok, parlons de l'Europe. Donc là aussi, je vais juste faire un complément pour terminer, complément par rapport à l'Europe. Il y a eu effectivement un certain nombre de communiqués, de recommandations récemment, sachant que évidemment l'historique remonte plus en arrière. Juste le Chatron vient de publier une étude qui est aussi, il me semble, sur Al, à ce sujet-là, complet, très intéressant, sur la politique européenne en matière de sciences ouvertes et le sens à donner au terme d'ouverture. En 2016, donc, il y a eu une conférence, il y a un conseil européen aux Pays-Bas, parce que c'était au moment où les Pays-Bas avaient la présidence de l'Union européenne, et les Pays-Bas avaient, pour une raison qu'on peut imaginer, avaient mis la science ouverte comme priorité de leur présidence.
Vous voyez bien que chaque pays a 6 mois de présidence et puis toujours une priorité. Ils avaient préparé ça bien avant, pas des séminaires, des réunions, y compris à Bruxelles. Et quand c'était leur tour, donc ils venaient avec un plan, c'était le Call for Action à Amsterdam, et qui était plus ou moins validé par le Conseil européen, c'est-à-dire que par les gouvernements, les ministères de la Recherche et de l'enseignement supérieur. Ce qui était important, j'ai déjà évoqué, c'est le rôle et la signification donnée par les gouvernements à cette politique de sciences ouvertes. Donc ce n'est pas pour inciter les chercheurs de mieux travailler ensemble, c'est le moindre de leurs soucis. De toute manière, ça, on sait faire ça, je crois que collectivement, très bien, quand il faut et comme il faut. Le souci, c'était l'impact sur l'économie, l'impact sur la société, d'être à la hauteur des enjeux, etc. J'ai déjà évoqué, je ne vais pas revenir là-dessus. C'est qu'il y avait une observation aussi, on était plusieurs Français, enfin, venant de la France dans cette conférence-là, et il y avait aussi des Belges, et on a fait quand même la même observation que il y avait un lobbying massif des éditeurs STM, donc comme vous les connaissez, et on les a entendus quand même dire très clairement, pas devant tout le monde comme ça, mais autour des tables, pause café aussi, que leur réussite était d'être là massivement et d'avoir obtenu que dans toutes les actions de ce plan, le rôle des éditeurs était souligné. Toutes les actions. Regardez bien, remontez à ces documents-là. Tout ce qui découle aujourd'hui, l'origine est là. Dans toutes les actions, que c'était la formation, l'enseignement, les données, les recherches, les publications nécessairement, l'évaluation, on dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait les éditeurs dans l'évaluation? Notre propre évaluation, ils y sont. Ils sont mentionnés comme stakeholders à mettre dans le coup, dans les débats. Donc, c'est des gens qui contribueront à la décision, à la mise en œuvre. Je crois que c'est important à savoir. Donc, j'ai ajouté ici, mais je vais passer rapidement là-dessus, que c'est un concept évolutif. C'est pas seulement l'open science, c'est pas seulement les publications, c'est pas seulement les données, les recherches, c'est bien plus large. Ça a déjà évoqué la science citoyenne, par exemple, avec... enfin, on n'a pas le temps pour voir tout ça. Dans le programme H2020, vous le savez, c'est un rappel, l'ouverture des données est déjà mentionnée, obligatoire pour une partie du programme, optionnel pour d'autres. Il paraît que ça va devenir obligatoire dans le prochain programme. J'ai sorti 3 aspects emblématiques. Déjà évoqué Fuel for Economy, pas oublier qu'au fond, c'est une partie de la politique Open Data, Big Data de la Commission. Ils n'oublient pas ça, que c'est pour alimenter l'économie, c'est que pour faciliter le transfert de technologies, comme on l'aurait dit autrefois. Et c'est pas nouveau en France, c'est pas au niveau européen. Le deuxième aspect emblématique, déjà évoqué aussi à plusieurs reprises par Hans, as open as possible, as close as necessary, là vous l'avez en anglais. Protection de l'innovation, oui. Ouverture des résultats de la recherche publique, oui. Pas privée, publique. Protection de l'innovation, oui, mais pas protection de l'innovation au sens large, mais bien innovation industrielle. Et protection des données personnelles, entre parenthèses, c'est dit beaucoup moins. Voilà. C'est pour ça que tu n'avais pas mis ça en gras, j'imagine, parce qu'on ne lit pas comme ça, aussi gras que l'innovation dans les documents de la Commission européenne. Mais ils mènent quand même une politique, notamment par rapport à Facebook et Google et Apple et tout ça, mais qui s'applique parfaitement aussi à nos données. Donc il y a quand même des limites à tout ce qui est ouverture. Et puis après, le troisième, évoqué aussi, le troisième aspect emblématique, c'est les données fair. Et fair, il faut bien avoir en tête que c'est en fait
des critères qui sont en train d'être formalisés aussi à plusieurs endroits. Il y a plusieurs initiatives pour mettre des critères précis derrière ce mot faire. C'est pour transmettre les données d'une manière, disons, fluide, sans obstacle, entre machines. C'est-à-dire que ce n'est pas une personne qui mène une politique faire, mais ce sont des personnes, ce sont des machines qui communiquent entre eux. J'ai fait cette communication sur les aspects faire dans le cadre d'un séminaire sur les aspects normatifs. Donc, certains dans la salle, je crois que vous vous souvenez, les normes qui sont liées à cette gestion faire. En fait, quand on dit normes, ce n'est pas des normes techniques, on peut les interpréter aussi, pas seulement les normes techniques, on peut les interpréter évidemment sur l'aspect politique. Les normes, ça sert à quelque chose, ça sert à quelqu'un. Et tous les aspects-là que je vais survoler, là, findable, avec les identifiants standards, les DOI, etc., les métadonnées, datasite et les standards de communication, interrogation, c'est des normes qui sont portées par l'industrie de l'information et qui servent à quelque chose. Ce n'est pas seulement pour que les chercheurs puissent lire les données des autres collègues. Ça, on le sait déjà faire, on n'a pas besoin de ces normes-là. L'accessibilité, l'interopérabilité emblématique. Interopérabilité, c'est pas interopérable entre deux personnes, c'est entre deux machines, d'échanger les données, nos données, et la réutilisation. Mettez ça dans le contexte. Si vous ne comprenez pas très bien ce que ça veut dire par rapport à la recherche, mettez ça dans le contexte du big data. Des big data ou du open data des gouvernements qui sont utilisés par des services, par des entreprises, et qu'importe par qui, aussi par des individus, mais pour créer d'autres services, d'autres produits à valeur ajoutée. Mais pour ça, il faut avoir accès, il faut pouvoir les réutiliser, il faut comprendre. Donc, si moi, mes tableaux d'enquête, j'en ai déjà mis en ligne plusieurs, donc je crois que personne ne peut comprendre. Je ne fais pas un pavé comme ça pour expliquer chaque colonne, je n'ai pas le temps. Chaque colonne, là, ça veut dire ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Personne ne m'a jamais demandé quoi que ce soit, mais si quelqu'un me demande, je vais expliquer. Donc, si Alexandre fait une autre enquête, ou Agnès, ici pour l'enquête à Montpellier, je vais expliquer toutes les colonnes. Mais ce n'est pas ça de ce qui est demandé ici. C'est demandé ici que ça soit marqué d'une manière compréhensible par un autre ordinateur pour pouvoir interroger les champs, les colonnes, la base de données, je ne sais pas quoi. Voilà. Donc, il y a un modèle qui se met en place par le Search Data Alliance. Suivez ça de près. Je crois qu'il va y avoir des critères intéressants pour mieux comprendre ce que ça veut dire. Je passe à la dernière partie sur les divergences, mais je n'ai pas besoin non plus d'approfondir parce que je l'ai déjà évoqué plusieurs fois. Le premier, le deuxième problème de la protection des données personnelles par rapport à Open Data. Donc, j'ai vu des commentaires sur ce point-là. Avec RGPD, maintenant, on arrête l'ouverture des données de la recherche. Je crois que ce n'est pas aussi simple que ça. Manque de moyens et restrictions budgétaires. Donc, on connaît la musique et je crois que ce n'est pas prêt à changer. Il va y avoir des priorités. Appel juicieux, l'initiative par la Max Planck Gesellschaft et avec d'autres pays du Nord, comme on dit. Il y a une divergence entre, pour le simplifier, une approche publique avec une forte intervention au niveau public des acteurs publics, comme en France, et plutôt une externalisation au niveau des acteurs privés, comme dans d'autres pays. Donc, Laurent Romary a fait une speech là-dessus récemment.
en Autriche. Ça vaut la peine de lire. Je crois qu'il a mis le point là, les références à la fin. Voilà, donc les autres aspects j'ai déjà évoqués. Enjeux à venir, je crois que les enjeux à venir, c'est le contrôle des données, exactement comme nos propres données sur Facebook, Apple ou je ne sais pas où, et le contrôle d'exploitation des données. Qui a les outils Est-ce que nous, on a les outils, notamment par rapport au text and data mining? Oui ou non? Pour l'instant, autour de moi, je fais partie d'une équipe qui fait du text and data mining. Je vois comme nous, on s'y prend. Et je vois comme Google s'y prend, comme Elsevier s'y prend, comme les autres acteurs privés. On ne joue pas dans la même cour par rapport à la capacité d'investissement, je veux dire. On a peut-être les bonnes idées, mais à un moment donné, il faut aussi avoir les outils. J'étais dans une conférence sur les tests électroniques il y a 2 semaines, loin d'ici, et il y avait des Américains Virginia Tech, qui mènent des études de text and data mining avec des thèses. Donc ils ont construit un corpus avec 30 000 thèses, et ils mettent les étudiants dessus pour faire des text and data mining. Mais où et comment? Ils font ça in the cloud avec Amazon. Il a dit qu'on aurait pu faire ça aussi avec Google ou avec Microsoft. Donc quand j'entends ça, c'est pas mes cheveux qui tressent la tête, mais j'ai dit je vais raconter ça à mes collègues à Lille. Donc voyons voir la réaction. La réaction c'est exactement ce que j'ai dit. Je dis ils font ça avec Amazon. Donc ils prennent des outils qu'Amazon a mis en ligne, donc Kibana, Elasticsearch et tout ça. Donc ils font les tuyaux. Et ils n'ont pas besoin des informaticiens sur leur campus, des plateformes publiques et tout ça, ils font ça là. J'ai raconté ça à des collègues, j'ai dit, on devrait faire ça aussi, non? Parce que notre problème, c'est toujours avoir de l'espace, des informaticiens et tout ça. Dire, oui, mais nos données, c'est après Amazon qui les récupère. Voilà, c'est l'enjeu là. Donc j'attends qu'on a une in the cloud intéressant au niveau public. Voilà. Les chercheurs, donc officiellement, on est dans le coup. Et je crois qu'on a un intérêt de rester dans le coup au niveau central. Mais je crois que c'est pas gagné. Donc, mais à suivre. Donc voilà, je crois que pour beaucoup de choses, on a quand même sur un certain nombre de choses un mot à dire et on dira. Voilà, vous avez les références. Et voilà, merci. Bien, merci Joachim. Moi je retiendrai en tout cas personnellement l'appel au pilotage scientifique, au retour du pilotage scientifique. Il me semble que ça fait bien écho aussi à ce qu'on essaie de mettre en place ici et à un appel aussi à une certaine économie des moyens qui puisse permettre d'articuler en tout cas les initiatives locales, les remontées du terrain et les structures nationales. On a le temps de prendre deux petites questions au grand maximum. On reprendra juste un peu plus tard pour ceux qui peuvent rester toute la journée. On avait prévu de reprendre à 13h15, on pourra reprendre à 13h30, mais pas beaucoup plus tard parce qu'on a des contraintes ensuite de déplacement. Donc je donne la parole, moi sinon j'ai des questions, je pense que vous en avez et je les garderai pour le restaurant. Moi. Peut-être une ou deux questions. Moi, ce qui m'intéresse, c'est au niveau de la mutualisation. Tu l'as dit, c'est vraiment des métiers très disparates. On en fait pas. Ah, Parle bien dessus. Ah, c'est bon. Oui. Au niveau de la mutualisation, politique disparate, politique très éclatée au niveau des institutions. Et j'ai mis en fait, donc là on va voir émerger un certain nombre de projets et avec beaucoup d'efforts, avec des investissements, etc. Et donc disons, il faut tout centraliser. Et je trouve ça un peu, c'est quand même dégoûtant. En open access, c'est un peu, c'est peut-être pas le même débat, mais au départ il y avait beaucoup d'archives institutionnelles.
les établissements ont fait cet effort de mettre en place des archives ouvertes, de déterminer les politiques en matière d'archives ouvertes, et quelques années plus tard, ces archives institutionnelles disparaissent, sont intégrées dans ALE contrat thématique ou autre. Est-ce que, comment tu vois cette évolution? Est-ce que tu penses que c'est une évolution qui va être similaire, ou est-ce que, et à quelle durée? Ouais. Ce que j'observe, disons, c'est plusieurs choses. Première observation, c'est que ça demande quand même un investissement conséquent de mettre en place ce genre d'infrastructure au niveau local. Sachant qu'on peut toujours dire, oui, bah, D-Space, bah, une demi-journée, on l'installe, et puis bah, après, bah, ça roule. C'est pas ça quand même quand on veut avoir un vrai outil, et notamment si on veut pas avoir seulement un outil de genre bibliothèque numérique où on dépose et on diffuse, mais aussi, parce qu'il est aujourd'hui quand même en vogue, d'utiliser cet outil-là aussi pour faire l'évaluation. C'est que pour faire la scientométrie, le pilotage au niveau local, c'est quand même le deuxième objectif lié à ce genre d'outils archives institutionnels. Donc ça demande un investissement conséquent, et il y en a certains qui sont capables de le faire et puis d'autres non. Et je crois que quand je regarde par rapport à d'autres pays, la France très tôt a fait, pour des raisons, qu'importe quelles raisons, le choix d'une infrastructure centralisée. Et quand je parle aujourd'hui avec des collègues étrangers, il y en a des qui nous envient par rapport à ça. Ils disent, vous avez ça, donc c'est bien, parce que de cette manière-là, il y a un investissement et un budget de fonctionnement qui est mutualisé. Donc on connaît, j'imagine que vous comme moi, on connaît les problèmes qui sont liés à ça, et qui, au plus simple, se réduisent à la question des ressources. Donc le CCST n'a pas assez de ressources pour mener tous les projets qu'on voudrait bien qu'il mène, pour développer, etc. Peut-être avec le nouveau plan, il y a un autre débat politique autour de la centralisation, genre les pouvoirs publics mettent la main sur nos communications et tout ça, ce que je trouve un peu ridicule, y compris un débat autour de la censure dans HAL. Donc tu vois de quoi je parle, probablement d'autres aussi. L'autre aspect, aussi pour donner un exemple concret, l'université Humboldt à Berlin, donc une grande université qui sont lancées très tôt dans la mise en place d'une archive institutionnelle, très bien IDOC à Humboldt, très bien. Aujourd'hui, ils sont comme tous les gens qui hébergent ce genre d'applications, sont dans le fait que maintenant ça vieillit, parce qu'ils étaient tôt, ça vieillit. Il faudrait soit faire une révision au fond, ou remplacer par autre chose. Voilà, et maintenant, où est l'argent? Et je crois que concrètement à Lille, les trois universités avaient fait des choix différents. La nôtre, et je n'étais pas complètement étranger à ce choix-là, mais la décision a été prise ailleurs. Sur notre campus, on avait opté pour un portail HAL, parce que ça ne coûtait rien ou pratiquement rien. L'infrastructure est là, et puis notre ministère, de toute manière, finance, entre autres, cette infrastructure-là. Autant les limites, on les connaît. Avec la fusion, la politique a changé et le choix a été fait pour une archive institutionnelle locale, avec D-Space mise en place par un prestataire belge. Ça coûte assez cher par rapport à une université qui est au bord de la faillite.
Ça devrait être ouvert au début de l'année. C'est toujours pas ouvert, il n'y a pas de calendrier, il n'y a plus de calendrier. Bon, on est dans le tunnel habituel quand il y a ce genre de projet, donc ça va ouvrir. J'ai entendu dire que les thèses, les mémoires, il va y avoir une autre solution, et pour les données de la recherche, on va voir. Mais quand je vois ça, je me dis, ok, soit on a investi, on fait ça, sachant que les informaticiens, les chercheurs, y compris de l'INRIA, qui font une bonne partie de nos publications, ils ont l'habitude d'aller sur HAL. Donc on va falloir faire la passerelle dans les deux sens sur HAL. Donc je fais confiance à tout le monde, ça va se faire. Mais dans quelques années, qui va supporter les coûts de maintenance? Qui va remplacer ce système pour autre chose? Je me méfie de ça. Les ruines informatiques, on connaît, donc des choses qui sont mises en place, et je ne vais pas citer les noms, qui sont en train de devenir des ruines qui ont coûté très très cher à l'État, qui sont mises en place et qui ensuite sont abandonnées. On verra. L'alternative, et c'est pour ça que je me méfie, l'alternative, c'est Elsevier, c'est Pure, où il y a déjà l'évaluation et l'archive, le stockage et tout, la scientométrie, tout est dedans, les liens avec les plateformes, les éditeurs. Donc il y a Pure, il y a Clarivat avec Converis, et l'intérêt pour les politiciens, c'est que on n'a pas besoin de personnel local, on n'a pas besoin d'investissement, on paye. Et si ça ne nous plaît pas, on achète autre chose. On sait faire. Et moi, je me méfie dans l'environnement politique aujourd'hui de ça. D'autres universités, et pas les moindres, le font exactement comme ça. Ils ont abandonné, ils sont allés dans le cloud, et le cloud, c'est Clarivat, c'est Elsevier, voilà. Ils n'attendent que ça. Voilà. C'est ça mon commentaire. Bien, vous êtes là cet après-midi. Si la question est très rapide, mais Le problème, c'est pas la question, c'est la réponse. On a une minute pour répondre. Oui, d'accord, ok. Je sais. Dans quelques mots, qu'est-ce que vous pouvez nous dire des conclusions sur le volet évolution des thèses de doctorat? En une minute, peut-être. L'évolution des thèses de doctorat. On voit aussi que les thèses comportent beaucoup de données. Oui, d'accord, ok. Enfin, voilà. Là, je comprends. C'est par rapport aux données. C'est pour ça que les thèses de doctorat, en principe, depuis l'année dernière, donc la transition est terminée, tout est électronique, tout est dans STAR, et puis la question est juste si tel va devenir, donc, enfin, c'est déjà fait. Par rapport aux données, je ne peux pas vous répondre, je ne sais pas. Au niveau local, on essaye de faire un flux, on l'a créé en réalité, du genre, au moment où le TESA dépose sa thèse dans STAR ou SCD, il a la possibilité de déposer ces données en parallèle avec les métadonnées de STAR dans un flux qui pointe vers Nakala, avec les liens au niveau des identifiants nécessaires. Je suppose qu'à terme, ça ne va pas être ça. À terme, les données des TESA vont être considérées probablement comme n'importe quelle autre donnée de la recherche, sachant qu'on forme des TESA depuis quelques années à ça. Et il y en a des qui sont, comme les chercheurs, convaincus que c'est leur propriété personnelle, leur fonds de commerce dont ils comptent bien vivre un certain nombre d'années, vivre scientifiquement, je veux dire. Et puis d'autres, ils n'ont aucun souci pour partager. Voilà. Mais je crois que ça va être indépendant du flux des thèses, à mon avis. Pas quelque chose de particulier.